Il existe dans le monde du cinéma, comme dans n'importe quel autre monde d'ailleurs, des gens dont vous ne connaissez pas nécessairement le nom, mais qui ont changé la face de l'industrie. Parfois même, on connaît leur nom, mais sans trop vraiment savoir de qui il s'agit, ni même s'ils ont altéré l'industrie de façon plutôt bénéfique ou pas. Des gens comme Mario Kassar, Andrew Vajna, Menahem Golan et Yoram Globus, c'est des noms qu'on retrouve au générique de tout un tas de bangers dans les années 80. Des gens comme Frank Marshall ou Kathleen Kennedy, qui étaient au générique de quasiment tous les films de Spielberg. Même si Kathleen Kennedy, maintenant, on sait. Ouais, maintenant on connaît, c'est bon. Il y a un gars en particulier dont ça fait longtemps que j'avais envie de parler. Un gars dont, en général, on regarde la filmographie avec un petit peu de condescendance et de second degré. Et pas mal de moqueries, en fait. Mais c'est un gars qui a changé l'industrie du cinéma au XXe siècle. Sans doute celui qui a eu le plus d'impact sur ces transformations. Et ce gars, c'est Roger Corman. Avant toute chose, merci de prendre 2 secondes pour vérifier que vous n'avez pas été désabonné de la chaîne sur la plateforme. C'est des choses qui arrivent, voilà. Et puis le cas échéant, rabonnez-vous ou même abonnez-vous si vous avez envie de ne pas louper les prochaines vidéos. La cloche, tout ça, vous savez. Roger William Corman est né le 5 avril 1926 à Détroit dans le Michigan et au moment où j'ai écrit cet épisode, il était encore en vie, il avait 98 ans, j'allais lui souhaiter plein de belles années encore. Mais entre-temps, malheureusement, il nous a quittés. Le 9 mai 2024, il nous a quittés. RIP, mec. Après avoir fait son lycée en Californie, à Beverly Hills, il intègre l'université de Stanford, où, comme son père, il se destine à devenir ingénieur, même s'il commence à pressentir que peut-être, c'est pas exactement ça qu'il a envie de faire de sa vie. On est alors en 1944 quand il s'engage dans la marine. Oui, alors, clairement, c'est pas le seul, mais merde, fallait avoir envie de s'engager pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il s'engage donc dans un programme d'entraînement qui s'appelle le V12 Navy College Training Program. Le V12 Training machin tout ça, c'est un programme d'entraînement, justement, dont le but était, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de former rapidement des officiers de la Navy. Il faut savoir qu'il y a un équivalent aussi pour l'armée de terre. L'idée, c'était que les étudiants, ils suivaient un cursus normal, en plus duquel ils recevaient un entraînement militaire qui leur garantissait certaines options pour leur diplôme. Entre 1943 et 1946, c'est à peu près 125 000 étudiants qui ont suivi ce programme-là. En 1946, une fois ce programme terminé, Roger Corman, il retourne à Stanford pour boucler son cursus et recevoir son diplôme d'ingénieur industriel. En 1948, il trouve du travail à Los Angeles, dans la société industrielle US Electrical Motors. Et alors, pour vous donner une idée, il intègre cette société un lundi et il en démissionne le jeudi de la même semaine, après 4 jours. Et il démissionne en disant à son patron « J'ai commis une grave erreur ». À cette époque, son frère, Gene, est agent dans l'industrie du cinéma. Et Roger se dit que le monde du cinéma, peut-être que c'est ça qui est fait pour lui. Il a 20 ans. Et là, on va vraiment commencer, c'est très clairement le rêve américain, c'est-à-dire que en 1950, il va intégrer la 20th Century Fox au courrier. Vous savez, dans les films, le gars qui se promène dans les open space avec un chariot où dedans il y a plein d'enveloppes et puis il distribue le courrier aux uns aux autres, etc. Voilà, c'est ça que fait Roger Corman au début. Et il va faire tout ce qu'il peut pour gravir les échelons, si bien qu'il va finir par devenir lecteur. Dans un grand studio, les lecteurs, si vous voulez, c'est des gens qui lisent les scripts ou les synopsis qui leur sont envoyés et qui font 2 piles. Il y a une pile, c'est juste même pas en rêve, ton truc c'est un ramassis de boue, c'est de la merde en barre, ça n'intéressera jamais personne, meurs. Et l'autre pile, c'est peut-être, pourquoi pas. Sachant que cette deuxième pile, elle va arriver dans les mains d'un lecteur un peu plus expérimenté, un peu plus senior, qui lui va également faire 2 piles. Une, c'est de la merde, et une, pourquoi pas. Et ça va remonter comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait un script qui remontait toute la chaîne, et que quelqu'un se dise « on va vraiment produire cette histoire maintenant ». Et durant son travail comme lecteur, il y a une histoire qui va particulièrement l'intéresser, il va énormément s'y attacher, il va même y apporter beaucoup. Une histoire qui deviendra un western, un film réalisé par Henry King avec Gregory Peck, un western qui sortira sous le nom The Gunfighter. Sauf que le nom de Roger Corman n'apparaît absolument nulle part au générique. Et ça va tellement le gonfler qu'il va quitter la Fox. Il va se dire que désormais, s'il doit travailler pour un film, ce sera pour un film à lui.
Donc il se barre et profite d'un truc qui est alors en place et qui s'appelle le Servicemen's Readjustment Act de 1944, et qu'on appelle classiquement le GI Bill, et qui accordait à tous les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale certaines aides, certaines subventions, etc. Genre un taux plus intéressant sur des crédits, voire une caution bancaire, enfin ce genre de choses. Et alors, juste... Bon, en vrai, c'est pas vraiment le sujet, mais... 2 secondes. Donc ce machin-là, il était accessible pour tous les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que, on est aux USA, juste après la Deuxième Guerre mondiale, justement. Et à cette époque, il y a un truc qui n'a pas encore tout à fait son chemin, hein. C'est les droits civiques pour les Noirs aux États-Unis. À l'époque, les Noirs, ils doivent toujours s'asseoir au fond du bus, hein. Ils n'ont pas accès aux mêmes restaurants, aux mêmes hôtels, aux mêmes toilettes, ils n'ont pas les mêmes droits que les Blancs. Et notamment, le GI Bill, eh ben, c'est un truc qui a été gaulé pour être compatible avec ce qu'on appelle classiquement les lois Jim Crow. Jim Crow, c'est pas une vraie personne. C'est pas un gars qui était peut-être un élu et qui a proposé cette loi au Congrès. Non. Jim Crow, c'est un personnage de théâtre qui est stéréotypique des Afro-Américains. Vous voyez les blackface? Mais les vrais blackface. Avec la tonne de rouge à lèvres et les chaussures à claquettes, tout ça. Ça, c'est Jim Crow. Eh ben, toutes les lois qui faisaient que les Noirs n'avaient pas accès aux mêmes restaurants, aux mêmes toilettes, aux mêmes écoles, etc., ben, c'est ça qu'on appelle les lois Jim Crow, qui ont tout de même été valides jusqu'au milieu des années 60. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'épisode du jour, hein, on est bien d'accord, mais c'était l'occasion de rappeler que il existe encore aux États-Unis, actuellement, des gens qui étaient vivants à l'époque où les lois étaient encore formellement racistes. Hein, c'est ce qu'on appelle un racisme du système ou un racisme systémique. Donc Roger Corman va bénéficier du GI Bill pour pouvoir aller étudier à l'université d'Oxford et puis pour aller vivre quelque temps à Paris. Et ça, c'est important pour la suite parce que à Paris, Roger Corman, il va découvrir un autre genre de cinéma. Alors il va découvrir le cinéma européen déjà, notamment français, mais également un cinéma d'art et d'essai ainsi que le cinéma asiatique. Première contribution majeure de Roger Corman à l'industrie du cinéma, c'est lui qui va faire distribuer en premier aux États-Unis les films de Fellini, d'Ingmar Bergman, de Truffaut ou de Kurosawa. Et ça, pourquoi est-ce que c'est important? Outre simplement le fait de faire découvrir aux Américains une autre culture que la leur, quand vous connaissez un petit peu les Américains, vous savez déjà que rien que ça, c'est déjà pas une mince affaire. Bah, disons simplement que sans découvrir Truffaut, Spielberg, c'est pas Spielberg, et que sans Kurosawa, il n'y a certainement pas de guerre des étoiles. Juste pour donner 2 exemples à la con. Donc, c'est important, mais on n'en est qu'au début. Quand Roger Corman revient aux États-Unis à Los Angeles, là, il est décidé, il fera carrière dans le cinéma. C'est la voie qu'il s'est donnée. Il va alors accepter n'importe quoi comme boulot, n'importe quoi. Il va rebosser pour la Fox comme coursier. Le gars a faim et il prendra tout ce qu'il trouvera. Et il va finir par bosser comme assistant pour un agent littéraire. C'est vous dire si le gars a pas fait une ligne droite. Durant cette période, il va profiter de son temps libre pour écrire un script qu'il arrivera, grâce à l'agent pour qui il travaille, il arrivera à le vendre, et même l'agent en question acceptera de lui filer toute sa commission. 2000 $, il va vendre son script. À un studio qui s'appelle Allied Artists. Un petit studio, comme il en existe à l'époque, plein, qui sont spécialisés dans les films à petit budget. Alors pour info, 2000 $ de l'époque, c'est à peu près 20 000 $ d'aujourd'hui. Mais le truc important, c'est que sur le tournage de ce film, Roger Corman va être producteur associé. Pas parce que le film en a besoin, c'est pas le cas, ni parce que le studio en a besoin, c'est pas le cas, ni parce que c'était le moyen de le payer, c'est pas le cas. D'ailleurs, il va pas être payé pour ça, mais pour son expérience personnelle, voilà. Il accepte parfaitement de ne pas être payé, mais il veut être producteur du film. Il a besoin d'acquérir de l'expérience, d'apprendre le métier et d'être là pour défendre son film. Et le film sort en 1954 sous le titre Highway Dragnet, ou en français La tueuse de Las Vegas. Hein, Highway, La tueuse 2, Dragnet, Las Vegas. Un film noir très classique dont le New York Times dira que c'est un whodunit de seconde zone. Ce qu'on appelle les whodunits, ce sont les films à enquête dont le but est de déterminer qui a commis l'acte pour lequel on enquête. Voilà. C'est Who has done it? Who done it? Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Benoît Blanc, tout ça, c'est des whodunits. En vrai, le seul truc notable de ce film, c'est que c'est la première fois qu'on voit le nom Roger Corman apparaître au générique. Déjà comme co-scénariste, parce qu'évidemment le film a été réécrit en partie, hein, ça c'est normal, mais aussi donc en tant que producteur associé. J'insiste un petit peu parce qu'il y a un truc qu'il va falloir comprendre au sujet de Roger Corman. Le cœur de sa carrière, c'est producteur. Le gars a également été auteur, réalisateur, acteur, etc. Mais le cœur de son activité, c'est la production. On a affaire
un producteur. Et là, il va falloir juste que je vais mettre 2-3 choses en place pour que vous compreniez à qui on a affaire. George Lucas, vous connaissez, hein? George Lucas, globalement, c'est un producteur. Alors oui, il a réalisé l'épisode 4 de Star Wars, ainsi que la prélogie, mais c'est quasiment tout en réalité. Son truc à lui, c'est la production. Il a produit les 6 premiers épisodes de Star Wars, il a produit les Indiana Jones, Willow, Howard le Canard, ce que dans le métier on pourrait appeler un petit producteur. Andrew Vajna, par exemple, lui c'est un producteur qui est que producteur. Il n'est pas scénariste, il n'est pas acteur, il n'est pas réalisateur, c'est un producteur qui n'est que producteur. Et Andrew Vajna, c'est par exemple Rambo 1, 2, 3, Total Recall, la version avec Schwarzy, Angel Heart, que je vous conseille, hein, d'Alan Parker, L'échelle de Jacob, Medicine Man, Die Hard 3, Nixon, Oliver Stone, etc. Bref, le gars a produit des films qui ont marché, et sa carrière, c'est grosso modo 40 films en tant que producteur. Steven Spielberg, je vais pas vous le présenter, mais voilà, mais Steven Spielberg, c'est 31 films en tant que producteur, mais si vous ajoutez les films sur lesquels il a été producteur associé, alors là, c'est 93 films à la production. Tout ça pour dire qu'un producteur qui s'arrache un peu, il peut produire 1, 2, allez, 3 films par an en parallèle, sur une carrière de quoi, 30 ou 40 ans. Roger Corman, au cours de sa carrière, d'après IMDb, je précise d'après IMDb parce que vu la carrière du gars, c'est hyper chaud d'avoir la garantie qu'on a tout pris en compte. Roger Corman, entre 1954 et 2008, soit en 54 ans, a produit 385 films. Et autant vous le dire de suite, le gros de ces films, c'est de la merde. De la bonne, grosse. Mais vous allez tout de même voir pourquoi son travail a été essentiel. Rappelez-vous, hein, rien n'émerge du néant, tout ça. Ah, et Roger Corman, c'est également 55 films en tant que réalisateur. Mais le mec a pas chômé. Hein. Bref, donc le premier film écrit par Roger Corman, il est producteur associé bénévole, mais comme il était auteur, il a quand même touché un petit peu d'argent. Et avec cette somme en poche, Roger Corman est allé faire du porte-à-porte auprès de toutes les personnes qu'il connaissait de près ou de loin dans le but de leur taper du pognon. Il a réussi à accumuler jusqu'à 12 000 $ dans le but de produire son premier long métrage. Un film écrit par Bill Danch et réalisé par Wyatt Ordung en 1954, avec d'ailleurs Wyatt Ordung dans le premier rôle, Le monstre du fond des mers. L'histoire d'un monstre marin qui terrorise une baie mexicaine. Parce que, et là je pense que vous l'aurez compris, il s'agit très manifestement de ce qu'on appelle dans le jargon un film de série B. Et alors qu'est-ce qu'un film de série B ? Eh bien, le terme a un peu évolué au cours du temps, donc on va rentrer un tout petit peu dans le détail. À l'époque, durant l'âge d'or d'Hollywood, c'est-à-dire avant la démocratisation de la télévision, il était courant au cinéma de passer ce qu'on appelait un double feature, c'est-à-dire 2 films l'un à la suite de l'autre, avec entre les deux une page d'information ou un Looney Tunes ou un Tex Avery, enfin ce genre de choses. Et souvent, le premier film, c'était comme une première partie, si vous voulez, donc c'était un film qui n'avait pas nécessairement eu beaucoup de budget, qui n'avait pas bénéficié d'une grande campagne publicitaire. Ça, c'est ce qu'on appelle à la base un film de série B. C'est-à-dire un film low budget et inconnu au bataillon. Et on va être clair tout de suite, la série B, c'est pas un genre. Un film de série B peut être un film de science-fiction, un western, une comédie, un film noir, peu importe. Un film de série B peut appartenir à n'importe quel genre. À l'exception peut-être des documentaires, des films d'art et d'essai et des films porno, qui tous trois bénéficient généralement de petits budgets. Mais faut pas s'y tromper, je veux dire, par exemple, la carrière de John Wayne a été lancée par des films de série B. Le rôle de Leonardo DiCaprio dans Il était une fois Hollywood, avant qu'il parte pour l'Italie... And you brought him here to collect. I don't even know where here is. C'est un gars qui tournait dans des séries B. Et par la suite, le terme de série B a un peu évolué, avec notamment la disparition du double feature, pour signifier simplement un film qui n'a pas de pognon. Et alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça série B ? Parce qu'à l'origine, justement, ces films dans les double features, c'était souvent des sériels. C'était des feuilletons où vous aviez un épisode, où il arrivait quelque chose, ça se terminait par un vieux cliffhanger, et puis la semaine d'après, vous aviez la suite. Et alors juste, c'est pas une invention cinématographique, le cliffhanger, ça existait déjà dans la littérature, notamment la littérature sous forme de feuilletons, qui étaient publiés par épisode dans des journaux. Où il fallait donner envie un peu au lecteur d'acheter le numéro d'après. C'était des romans feuilletons. La première occurrence que j'ai trouvée, a priori, donc ça date de 1873 avec le roman A Pair of Blue Eyes de Thomas Hardy, dans lequel le personnage Henry Knight est littéralement suspendu au bord d'une falaise. Vous l'avez ? Cliffhanger. Suspendu à une falaise. Donc, un film de série B que produit lui-même Roger Corman, et pour l'occasion, il va monter sa société de production
Palo Alto. À partir de là, ça va s'enchaîner de façon assez vénère, et Roger Corman va acquérir le titre pas du tout convoité de roi de la série B. Pas du tout convoité, mais qu'il revendiquera avec fierté tout au long de sa vie. Et oui, ça va s'enchaîner de façon vénère parce que figurez-vous que le film a plutôt bien marché. On s'entend, hein, ça n'a pas été non plus un hit interstellaire, mais c'est juste que comme le film a quasiment rien coûté, eh ben, il est rapidement rentré dans ses frais. En tout cas suffisamment pour que Roger Corman puisse se lancer sur un nouveau projet. Alors, je vais pas tous vous les faire un par un, parce que sinon on est encore là demain, mais juste pour son deuxième film, il y a une anecdote un peu marrante, donc je vais en parler. En 1955, il produit donc son deuxième long métrage, The Fast and the Furious. Where do you think you're going? Mexico. Frank Webster est accusé d'un meurtre, s'évade, kidnappe une jeune femme et s'enfuit en Jaguar vers le Mexique. Ça, c'était le pitch. Fait étonnant, le film est intégralement disponible en anglais sur la page Wikipédia du film. C'est la première fois que je vois ça. Ça se trouve, c'est hyper courant, mais c'est la première... Je précise que le film n'est pas du tout dans le domaine public, hein. En tout cas, il y a le lien dans la description, hein. Amusez-vous. Le film, écrit par Roger Corman, est réalisé en 9 jours par John Ireland, qui joue également le premier rôle dans le film, le tout pour un budget de 50 000 $. Et quand je sais que j'ai mis 9 jours à tourner la saison 1 de Harel 3, qui dans son intégralité fait à peu près 45 minutes, je me dis que vraiment je suis un guignol. Le film va suffisamment bien marcher pour que Corman récupère un contrat avec les studios ARC pour produire 3 nouveaux longs métrages. ARC qui deviendra par la suite AIP pour American International Pictures, si jamais vous voulez passer le nom, comme ça vous savez. Et alors juste l'anecdote dont je voulais parler, c'est qu'en 2001, Neil Moritz, qui est un producteur américain, il était en train de produire un film avec des mecs qui font des trucs fifous en voiture, et il savait pas comment le nommer ce film. Et le père de Neil Moritz lui a parlé de ce vieux film de Roger Corman, et donc Neil Moritz, il est allé négocier avec Roger Corman le droit de pouvoir utiliser le titre, ce qui a lancé donc la franchise Fast and Furious, dont le premier opus s'appelle en anglais The Fast and the Furious. Vous voyez le néant? Eh ben, il n'y a rien qui en émerge. En 1955, toujours, Corman produit et réalise son premier long métrage, un western qui s'appelle Five Guns West. D'ailleurs, en 1955, il réalise également La Bête avec 1 million d'yeux, La Femme Apache et Instinct de survie, de son titre original Day the World Ended, à ne pas confondre avec Le jour où la Terre s'arrêta. Même si Instinct de survie, c'est tout de même un film de SF, et je mets des grosses guillemets à SF, parce qu'on est dans une période du cinéma pré-2001, l'Odyssée de l'espace, donc une période à laquelle la science-fiction, c'est même pas considéré comme un genre mineur, si vous voulez. C'est vraiment une blague, la science-fiction à l'époque au cinéma. Tout ça pour dire que Roger Corman réalise 4 films en 1955. Alors, vous allez me dire que à raison de 10 jours de tournage par film, bah c'est pas très compliqué d'en caler 4 dans une année, et c'est vrai, mais quand même. Bref, il va continuer de produire et de réaliser à la chaîne jusqu'en 1959, moment où il se dit que mais en fait ce serait pas si mal s'il était également distributeur. Et juste, alors, comme j'ai dit, je vais pas m'attarder sur chacun de ces films, hein, mais j'ai besoin que vous compreniez l'importance de l'apport de ce gars dans le cinéma. Donc juste sur la période qu'on vient de passer là, sachez qu'on trouve entre autres Machine Gun Kelly en 1958, hein, un biopic sur la vie du gangster Machine Gun Kelly. Ce sera le premier film de Corman pour lequel il recevra des critiques élogieuses premier degré, et incidemment le premier rôle à l'écran de Charles Bronson. Charles Bronson as Machine Gun Kelly. La même année, Teenage Caveman avec Robert Vaughn qui par la suite deviendra une star. La même année toujours, The Crybaby Killer, un film dans lequel on trouvera pour la première fois un rôle conséquent pour un jeune gars qui s'appelle Jack Nicholson. Voilà, juste préparez-vous un petit peu parce que la carrière de Roger Corman, c'est du name dropping toutes les 5 secondes. Ah, et alors juste, The Crybaby Killer, le film est intégralement disponible sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Allez le voir, hein, vous verrez, c'est éclairé à la zob, c'est cadré avec le cul. C'est un vrai pur film de série B. Hein. Et donc, je disais, en 1959, il décide de devenir également distributeur. Et donc, avec son frère Gene, ils vont monter une boîte qui va s'appeler Film Group. Et donc, leur truc à Film Group, ça va être de produire et donc de distribuer des double features tout près. Des paires de films qui vont ensemble, en veux-tu, en voilà. Et c'est à cette époque à peu près, précisément c'est en 1960, qu'il va produire et réaliser un film en
2 jours et 1 nuit. Je répète, un film tourné en 2 jours et 1 nuit. Un petit film intitulé « La petite boutique des horreurs ». Je manquerais pour rien au monde une visite chez le dentiste, pas vous? Et pas d'anesthésion, hein. Ça vous prive de sensations. Tourné pour 28 000 $ dans exactement les décors du film précédent qu'il avait fait. Comme ça, c'est facile. Le film a par la suite acquis un caractère culte avant de voir apparaître une version musicale à Broadway. Enfin, techniquement off-Broadway, mais on s'en branle. Version musicale qui donnera naissance à une adaptation cinéma en 1986 réalisée par Frank Oz et avec au casting des gens comme Rick Moranis, Steve Martin, Bill Murray, I've been saving all month for this. I think I need a root canal. I'm sure I need a long, slow root canal. Jim Belushi, John Candy, des gens marrants quoi. Et ce film sera produit par David Geffen, un des fondateurs de DreamWorks. En 1994 apparaît une société de production qui s'appelle DreamWorks SKG, mais qu'on appelle classiquement DreamWorks. Et le SKG à la fin, c'est les initiales des noms de famille des fondateurs de ce studio. Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen. SKG. Geffen, on vient d'en parler, Spielberg, je vous le présente pas, et Katzenberg, c'est juste le patron de Disney de 84 à 94, moment où il part pour rejoindre l'aventure DreamWorks. En 1960 toujours, l'AIP fait une proposition à Roger Corman, il lui demande de produire un double feature, donc 2 films, pour moins de 100 000 $ par film. Et Roger Corman fait la contre-proposition suivante. 200 000 $, ok, mais pour un seul film, tourné en 15 jours, en couleur. Il va ainsi réaliser une adaptation de La chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe, avec Vincent Price dans le premier rôle. Le film va être un succès critique et public. Donc Corman, lui, il va se lancer dans la production d'un paquet d'autres films, mais l'AIP, eux, ils aimeraient bien qu'ils renouvellent un peu cette expérience, d'adapter des Edgar Allan Poe pour ramasser de la moula. Roger Corman va alors adapter La Fosse et le Pendule, toujours avec Vincent Price dans le premier rôle, et on va dire librement adapté de la nouvelle éponyme d'Edgar Allan Poe. En réalité, Corman, là, il est à l'intérieur de ce qu'on appelle classiquement son cycle de Poe. C'est une période qui court de 60 à 64, durant laquelle il va réaliser 8 adaptations de nouvelles d'Edgar Allan Poe. Et dans 7 de ces 8 films, il y a Vincent Price au casting. D'ailleurs, dans son adaptation du Corbeau, d'Edgar Allan Poe, vous savez, le Corbeau qui fait « jamais plus », bref, on trouve, bien sûr, Vincent Price, mais on trouve également Boris Karloff, ainsi que Peter Lorre, qu'on avait déjà vu dans M le maudit de Fritz Lang, ainsi que dans L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que sur cette période-là, Roger Corman est de plus en plus considéré comme un gars sérieux, mais qui de plus est capable de réaliser des miracles pour pas cher. Juste, petite précision par rapport au film L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock, parce que je sais qu'il y a des cinéphiles un petit peu rompus dans le... pas parmi vous, quoi, là. Et il y en a qui vont me dire, attends, mais L'homme qui en savait trop est un film de 1956 d'Alfred Hitchcock, avec dans le rôle principal James Stewart, et absolument pas Peter Lorre. Qu'est-ce que quid? Et en effet, Peter Lorre n'est pas du tout au casting de ce film. Sauf que le film L'homme qui en savait trop de 1956 est en réalité le remake d'un film intitulé L'homme qui en savait trop, réalisé en 1933 également par Alfred Hitchcock, et c'est dans celui-ci qu'on trouve Peter Lorre. Voilà, c'était juste pour éviter d'avoir des commentaires de gens qui disent « Oui, alors attention, parce que moi je connais très bien Alfred Hitchcock, figure-toi, c'est un cousin, et Peter Lorre, il a jamais joué dans ce film. » Enfin, vous voyez le genre, voilà. Et pareil, je dis Peter Lorre et pas Peter Lorre. Parce qu'en fait, c'est un acteur allemand. Peter Lorre. Donc, Roger Corman fait plusieurs adaptations plus ou moins libres de nouvelles d'Edgar Allan Poe. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Un truc concernant Edgar Allan Poe, et qui est d'ailleurs suffisamment important pour que j'en fasse pas une parenthèse. Edgar Allan Poe est donc un auteur, ça vous savez, c'est un auteur américain qui a vécu la première moitié du 19e siècle, de 1809 à 1849, le mec est mort à 40 ans. Ça signifie notamment que sur cette photo-là, il a l'âge de Yann Solo de la chaîne 12 Parsec. Et il a eu bien sûr énormément d'influence sur la culture littéraire contemporaine américaine. Ça, vous le savez.
Mais quelle est la nature de cette influence? Déjà, sa grande spécialité, ce sont des contes très courts qui forment un genre de build-up vers un effet final. Avec un peu un effet « Oh, toutes les pièces tombent finalement en place pour concourir à produire cet effet final ». Pas étonnant donc qu'en plus d'être une figure emblématique de la science-fiction et du fantastique, Edgar Allan Poe soit considéré comme plus ou moins l'inventeur du roman policier moderne. Et en ayant tout ça en tête, on comprend bien pourquoi Roger Corman il aime bien adapter des nouvelles d'Edgar Allan Poe. Déjà parce qu'il y en a un paquet, dont pour la petite histoire, la plupart ont été traduites en français par Baudelaire. Parce que pourquoi pas. Ensuite, ils sont dans le domaine public, donc ça coûte pas spécialement cher en termes de droits. Et enfin, parce que c'est un format qui se prête vachement bien au métrage filmé. On installe d'abord une ambiance et un décor, et ensuite on fait un build-up jusqu'à obtenir un effet waouh à la fin, quoi. Bref, en 1962, Roger Corman réalise un film qui s'appelle The Intruder avec un jeune acteur inconnu du public américain, un certain William Shatner. Non, aucune idée. Mais si, il a joué avec Sandra Bullock dans Miss Détective. Maillot de bain comme une tarée de bimbo. Quel est, selon vous, le cavalier idéal? J'ai toujours admiré les hommes qui font du cheval. Ah oui, effectivement. Film qui ne marchera pas du tout. Alors qu'en vrai, il est pas mal. Si tant est qu'on est prêt à supporter le jeu de Shatner. Parce que c'est particulier quand même. What can I do for you, Jim? I said, give me the brandy! I got a cake! I got a cake! Mais avant ça, en 1959, Corman rachète les droits d'un film de science-fiction russe, Nebozoviot. Et alors, Nebozoviot, c'est l'histoire d'un équipage russe dans une station spatiale russe qui attend de pouvoir partir vers Mars. Mais l'équipage du vaisseau américain Typhoon leur envoie un message de détresse en disant « Ah les gars, on a un problème, vous pouvez nous aider ?» Et donc cet équipage accepte de les accueillir dans leur station spatiale russe. Mais ce que l'équipe russe ne sait pas, c'est que les Américains ont en réalité un plan secret pour conquérir Mars en premier. Et donc, sitôt leur problème technique réparé, ils partent immédiatement vers Mars alors qu'ils ne sont pas prêts. Et du fait qu'ils ne sont pas prêts, ils vont avoir un nouveau problème technique. Et ils vont envoyer un nouveau message de détresse aux Russes. Et les Russes vont choisir d'aller aider les Américains plutôt que d'aller sur Mars. Alors je vous fais pas la fin de l'histoire, hein, mais bon, vous avez compris, je veux dire, c'est un film qui date vraiment de... Enfin, on est en plein dans la guerre froide, quoi. Toujours est-il que donc, Corman, il rachète les droits du film, hein. Pas des droits d'adaptation, je sais pas quoi, il achète les droits du film pour pouvoir distribuer le film. Mais il décide de tourner des scènes supplémentaires. Parce que bah les couilles. Et il va donc demander à son jeune assistant de tourner ces scènes. Un jeune assistant qui s'appelle Francis Ford Coppola. Oui, Francis Ford Coppola, avant de ramasser 2 palmes d'or au Festival de Cannes, avant de se retrouver en compétition avec lui-même aux Oscars dans la catégorie meilleur film, ce qui le met dans la situation extrêmement rare de gagner et perdre en même temps, avant de chaperonner toute une nouvelle génération de réalisateurs à Hollywood, eh ben Coppola, c'était l'assistant de Corman. Et s'il n'y avait que ça, ça suffirait déjà à faire de Corman un mec important. Mais croyez-moi, il y a plus. D'ailleurs, en 1963, sort un film avec Patrick Magee qui s'intitule Dementia 13. Alors, juste, c'est Magee, pas McGee. Et alors, Patrick Magee, il a une vie assez incroyable quand on creuse un peu. Le gars, donc, bon, bah, c'est un acteur, hein, voilà, vous l'avez peut-être vu dans Orange Mécanique, c'était l'écrivain. Ou dans Barry Lyndon, c'était le chevalier. Mais ce gars a également beaucoup bossé au théâtre avec Samuel Beckett. Je dis pas qu'il a bossé sur des pièces de Samuel Beckett, hein. Je dis qu'il a bossé avec Samuel Beckett. D'ailleurs, c'était vraisemblablement l'acteur préféré de Samuel Beckett. Et il a joué le marquis de Sade dans le film Marat Sade. Et là, je prends mon petit papier, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc voilà, donc film Marat Sade, adaptation d'une pièce de théâtre allemande de Peter Weiss, et dont le nom n'est absolument pas Marat Sade, mais qu'on appelle classiquement Marat Sade parce que le nom réel de la pièce, et conséquemment du film, hein, est juste insupportable. Écoutez bien. La persécution et l'assassinat de Jean-Paul Marat, représenté par le groupe théâtral de l'Hospice de Charenton sous la direction de Monsieur de Sade. Et juste pour le kiff, en allemand. Die Verfolgung und Ermordung. Jean-Paul Marat, vous avez eu ou pas un prof comme ça de LV1 ou LV2, quand il disait des prénoms en français, il le faisait avec un accent français. Die Verfolgung und Ermordung, Jean-Paul Marat, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospices zu Charenton, unter Anleitung des Herrn de Sade. Et ce film, ou cette pièce, hein, c'est selon, raconte exactement ce que le titre dit que ça raconte. Voilà. Le marquis de Sade, il est interné à l'asile de Charenton,
et avec les autres internés, ils vont monter une pièce qui raconte l'assassinat de Mara. Et c'est un classique. Je ne vous dis pas nécessairement d'y aller, parce que c'est pas pour tout le monde, mais c'est un classique. Sachez que ça existe. Simone. I am the revolution. Et donc ce film Démentia 13 est un film produit par Roger Corman, mais incidemment et surtout le premier film écrit et réalisé par Francis Ford Coppola. En 1966, Roger Corman produit pour AIP un film avec Peter Fonda, Nancy Sinatra et Bruce Dern. Un film qui s'intitule The Wild Angels et qui s'intitule en français Les Anges Sauvages. C'est un film sur les bikers. 3 ans avant Easy Rider, dans lequel on retrouvera Peter Fonda ainsi que Jack Nicholson, qui est déjà passé plusieurs fois par les productions Roger Corman. Et alors, si le film Easy Rider est réalisé par Dennis Hopper, il émergera bel et bien de l'esprit de Peter Fonda pendant le tournage de Wild Angels. Donc, vous comprenez bien, sans Roger Corman, il n'y a pas de Easy Rider. Et tout ce qui en découle. Et alors, juste pour la petite histoire, on va parler 2 secondes de Peter Fonda, qui, dans les années 60, est une figure de la contre-culture aux États-Unis. Peter Fonda, c'est le fils d'Henry Fonda, celui-là même du film Les 12 hommes en colère. Et matez ce film, Les 12 hommes en colère, franchement, sérieusement, les gens. Et c'est également le petit frère de Jane Fonda, celle-là même de Barbarella et de Clute. Et matez Clute, bordel, avec Donald Sutherland. Mais également celle-là même qui milita contre la guerre du Vietnam et fut arrêtée à plusieurs reprises dans ce cadre. Le FBI a alors à son sujet un dossier contenant pas loin de 20 000 pages, intitulé Gamma Series. Mais bon. Et Peter Fonda, donc un jour qu'il est à une soirée en train de prendre du LSD avec notamment les membres des Beatles, il dit à John Lennon, mec, je sais ce que c'est que mourir. Parce que figure-toi que quand j'avais 11 ans, il y a eu un accident avec un flingue et j'ai eu une expérience de mort imminente. Et je parle de ça parce que John Lennon reprendra la phrase telle quelle dans la chanson She Said, She Said sur l'album Revolver. Et Wild Angels, c'est son premier film à Peter Fonda. Alors, dans ce film, il était censé avoir un plus petit rôle, et celui qu'il a eu finalement était censé revenir à George Chakiris, celui de West Side Story et des Demoiselles de Rochefort, mais Chakiris ne savait pas faire de moto. Du coup, c'est Peter Fonda qui a eu le rôle. Easy Rider est ensuite devenu le film culte qu'on connaît, et par la suite, Peter Fonda y jouera dans un paquet de films, généralement plutôt des films d'action, qui marcheront généralement plutôt bien, mais dont aucun ne traversera vraiment le temps. Notons tout de même qu'il a joué en 1975 dans Future World, une suite du Westworld de Michael Crichton, le film avec Yul Brynner, bien avant la série éponyme, et donc il existe une suite de Westworld produite par Roger Corman. Il faut impérativement que je vois ça, moi. En 1966, toujours, Roger Corman propose le film Le Massacre de la Saint-Valentin, qui retiendra l'attention d'eux et sera produit par la Fox en 1967. La Fox lui proposera un budget de 2,5 millions de dollars, mais Corman, les contraintes des grands studios, ça le gonfle, donc il réalisera le film pour 400 000 $ de moins. C'est ça, Corman. Des budgets ridicules, des délais intenables, c'est là qu'il est à l'aise. Et ce film est considéré par la critique comme la meilleure réalisation de Roger Corman. Et juste, parce que oui, je sais qu'il existe un paquet de films, tous plus ou moins merdiques d'ailleurs, qui ont un titre globalement similaire, genre Mortel Saint-Valentin, ou Meurtre à la Saint-Valentin, ou que sais-je, voilà. Donc, Le Massacre de la Saint-Valentin, c'est pas un film d'horreur qui se passe à la Saint-Valentin. Ça relate l'assassinat commandité par Al Capone de 7 membres de gangs rivaux. D'ailleurs, le titre du film en français, c'est L'affaire Al Capone. Al Capone, qui dans ce film est interprété par Jason Robards. Alors à l'époque, personne ne le connaît, mais par la suite, il a eu plutôt une belle carrière. Ne serait-ce que l'année suivante, en 1968, il joue dans un petit western qui s'appelle Il était une fois dans l'Ouest. Mais vous connaissez sûrement beaucoup plus sa gueule pour le rôle de Ben Bradley dans le film de Pakula, Les Hommes du Président. Et pourquoi je dis que vous connaissez certainement ce rôle-là? C'est parce que ce film-là, Les Hommes du Président, c'est le cœur de ce qui fait le film La Classe américaine. Peter, Steven, tout ça. Ça doit être les burgers. Dans le film, on trouve également George Segal, et alors si vous connaissez pas nécessairement son nom, normalement vous connaissez sa gueule, même si vous savez pas trop d'où. Le gars a joué dans Allô maman ici bébé, dans 2012, dans Le jour le plus long. Le gars a joué dans une 50aine de films, et on va être clair, pas tous bons, voilà. Mais je veux dire, c'est un second couteau assez classique. Dans le film, on retrouve évidemment Jack Nicholson, ainsi que Bruce Dern, qui avait également joué dans Wild Angels, vous vous rappelez. Et Bruce Dern aussi, vous l'avez vu dans un paquet de films.
C'est aussi un second couteau assez classique. Et incidemment, il a une fille qui s'appelle Laura. Laura Dern. Professeur Sattler dans Jurassic Park. Ou Lula dans Sailor et Lula. Petite pensée pour David Lynch qui nous a quittés. En 1967 également, Roger Corman réalise un film intitulé The Trip, ou en français Le Voyage visuel. Le pitch, il est assez simple. C'est un publicitaire qui déprime parce qu'il est en instance de divorce, et on va lui proposer du LSD, et il va en prendre pour la première fois. Et on va voir son trip. Et attention, les épileptiques, ce film, il n'est pas du tout pour vous. Ce film, donc, réalisé par Corman, dans lequel on a un vrai rôle marquant de Jack Nicholson, mais également Peter Fonda, ainsi que Dennis Hopper. Vous le sentez que sans Corman, il n'y avait pas Easy Rider ? Notez qu'à ce stade, on n'est pas encore dans les années 70, donc il faut vraiment qu'on avance là. Mais juste d'abord, donc voilà, vous avez compris, Corman, lui, il enchaîne des petits films, voilà, et en 1970, il réalise Bloody Mama, un film de gangster avec Shelley Winters, que vous aurez pu voir dans La Nuit du Chasseur, Le Journal d'Anne Frank, Le Lolita de Kubrick, et par la suite dans L'Aventure du Poséidon, entre autres choses, hein, évidemment. Mais surtout, dans ce film, on trouve un tout jeune et pas encore célèbre, Robert De Niro. Pour la petite histoire, le premier rôle à l'écran de Robert De Niro, c'est dans le film 3 chambres à Manhattan en 1965 de Marcel Carné. Un rôle dans lequel il joue un client d'un restaurant en arrière-plan. De la figuration, quoi. Tu es une habituée? Et je te l'ai dit. Je venais quelquefois avec Jessie. Et avec Pierre, quand on m'emmenait. Oui, la première fois que Robert De Niro était sur un écran, c'était dans un film français dans lequel il jouait le même type de rôle que jouaient les figurants de Hélène et les garçons. Et pour info, devant lui, c'était Annie Girardot. Mais en réalité, c'était pas le premier rôle de Robert De Niro. Parce qu'il avait déjà joué dans un autre film, mais qui est sorti plus tard, en 1969. The Wedding Party, de Brian De Palma. En plus, là, il joue le rôle principal. D'ailleurs, De Niro jouera à nouveau pour Brian De Palma dans Hey Mom en 1970. Et si vous connaissez pas Hey Mom, bah allez voir Hey Mom, c'est Taxi Driver, 6 ans avant Taxi Driver. Je sais que j'ai déjà dit, mais... Et alors pourquoi est-ce que j'étais impatient d'entrer dans les années 70? Parce que figurez-vous que c'est à partir de maintenant qu'on va vraiment rentrer dans le name dropping. En 1970, Roger Corman fonde la New World Pictures, une société de production et de distribution, ce qui ne l'empêchera absolument pas de continuer à travailler avec l'AIP ou avec qui veut bien de lui. Et on va pas parler de tout, on va essayer de s'en tenir à l'essentiel. Oui, parce que si vous aviez pas encore compris, la vie de Roger Corman, c'est dense. En 1971, il produit le film Big Doll House, qui va faire de Pam Grier une star pendant les années qui suivront. Corman réalise en 1970 un film de motard qui s'appelle Angels Die Hard, qui connaît suffisamment de succès pour générer des suites, hein, voilà, et dont la première en 1971, qui s'intitule Angels Hard as They Come, est produit par un certain Jonathan Demme. Jonathan Demme, c'est le réalisateur oscarisé de Philadelphia et du Silence des agneaux, entre autres. Un film avec Scott Glenn, dont c'est le 2e rôle au cinéma, ainsi que Gary Busey, dont c'est le 4e rôle au cinéma. Alors juste, je fais pas la carrière des deux gars, parce que sinon, au bout d'un moment, ça suffit, quoi, les digressions. Mais disons simplement, voilà, Scott Glenn, c'est l'étoffe des héros à la poursuite d'Octobre Rouge, le Silence des agneaux. Et Gary Busey, c'est entre autres, hein, L'Arme Fatale, Point Break, The Player, Piège en haute mer et La Firme. Première année de la New World Pictures, 11 films produits, 11 succès. Deuxième année, 12 films produits, 11 succès. Corman, lui, continue de produire également des films pour l'AIP, comme notamment en 1972 Boxcar Bertha, avec David Carradine. C'est le Bill de Kill Bill. Kwai Chang Caine dans Kung Fu. Boxcar Bertha, qui est le 2e long métrage réalisé par un tout jeune Martin Scorsese. En 1975, Corman fait un bon mot, mais qui en dit long. Il dit « La New World est la société de cinéma indépendante la plus prospère du pays. Si vous considérez qu'AIP est une major. » Oui, les deux boîtes tournent très bien. Parallèlement à ça, dans les années 70, la New World s'impose également comme distributeur de référence pour le cinéma étranger. Et pas juste art et essai, hein. Oui, parce que tandis que les studios hollywoodiens
s'en battent glorieusement les couilles. La New World fait connaître aux USA Ingmar Bergman avec Cris et Chuchotements, Truffaut avec l'histoire d'Adèle H, Federico Fellini avec Amarcord. Et alors juste, je donne à chaque fois un seul film, mais c'est comme exemple, hein, il n'a pas distribué qu'un seul film de chacun, il en a distribué plusieurs. Hein. Il fait également connaître le travail de Peter Weir qui par la suite fera Le Cercle des Poètes Disparus ainsi que Truman Show, ainsi qu'un certain Akira Kurosawa. L'impact de Corman, c'est pas uniquement ce qu'il a produit ou réalisé. Hein. En 1975, Roger Corman produit mon film préféré de sa filmographie, et alors clairement pas parce que c'est le meilleur, parce que c'est vraiment pas le meilleur. Ce n'est pas le meilleur, et putain, loin s'en faut. Avec David Carradine à nouveau, ainsi que dans le rôle du vrai méchant, Sylvester Stallone dans un rôle complètement con. Les Seigneurs de la Route, aussi connus sous le nom de La Course à la mort de l'an 2000. De son titre original, Death Race 2000. Laissez-moi vous conter l'histoire de la course à la mort de l'an 2000. En l'an 2000, les Provinces Unies d'Amérique sont sous la dictature du président du parti unique bipartiste, Monsieur Président. Oui, à ma connaissance, c'est son nom. Tout ceci étant le résultat du krach boursier mondial de 1979. Je rappelle que le film date de 75, hein, donc un krach boursier de 79, c'est le futur, mais c'est un futur proche. Hein. Afin de divertir la population, il existe un événement sportif, et oui, je mets des guillemets à sportif, vous allez voir, la course automobile transcontinentale. Le but de cette course est de relier la côte est à la côte ouest du continent américain. Et donc vous avez 5 équipes qui concourent et qui gagnent des points en écrasant des gens. Plus de points pour les vieillards, les handicapés et les jeunes enfants. Moins de points pour les adultes. Tout ceci est délicieux. Et bien sûr qu'il y a une rébellion qui tente de lutter contre le pouvoir en place, l'armée de la résistance, menée par une femme de poigne, Thomasina Paine. Thomasina Paine, descendante de Thomas Paine. Et Thomas Paine, c'est une figure majeure de la Révolution américaine. Bon, alors ce film, il est mauvais pour tellement de raisons. Comment dire? Bon, déjà, c'est un immense nanar. Les voitures, on dirait qu'elles sont toutes droit sorties des Fous du Volant, vous vous rappelez, Diabolo Satanas. Et pour info, les Fous du Volant, ça date de 7 ans avant la course à la mort de l'an 2000. Donc on sait dans quel sens l'inspiration a fonctionné. Hein. Mais comme en même temps, Hanna-Barbera pompait tout ce qu'il pouvait, comme ça on est quitte. Et alors pour info, Roger Corman, il a produit une suite de ce film en 2017, intitulé La course à la mort de l'an 2050, avec cette fois-ci Malcolm McDowell dans le rôle du méchant. Parce que Malcolm McDowell est toujours dispo quand on a besoin d'un méchant dans un film de série B. Mais outre cette suite, Paul W.S. Anderson, à qui on doit des chefs-d'œuvre tels que Resident Evil, Resident Evil Apocalypse, Resident Evil Extinction, Resident Evil Afterlife, Resident Evil Retribution et Resident Evil chapitre final. Anderson, donc, il a fait un remake du film de Corman, qui est sobrement intitulé Death Race, la course à la mort, avec Jason Statham qui reprend le rôle de David Carradine, hein, le rôle de Frankenstein. Parce que oui, le héros s'appelle Frankenstein. Un film vraiment pas bon, mais qui a dû avoir du succès, vu qu'il a eu 3 suites. Ah, et pour info, La course à la mort de l'an 2000, c'est le premier vrai rôle de Sylvester Stallone, après un peu de figuration et un film érotique un peu chelou. Il faut bien manger. Enfin, La course à la mort de l'an 2000, c'est l'occasion pour moi de vous le dire en vidéo sur YouTube, d'aller découvrir la chaîne, si vous ne la connaissez pas, la chaîne YouTube Revue. Une chaîne qui fait des reviews de nanars et de navets. C'est truculent. Et cette chaîne a fait une vidéo sur le film La course à la mort de l'an 2000, je vous mets le lien dans la description. Bon appétit. À savoir que c'est ce film qui va un peu lancer la mode des films de course de bagnole, avec notamment, l'année d'après, toujours du même réalisateur, et encore une fois avec David Carradine, le film Cannonball, mais également Eat My Dust avec Ron Howard. Ron Howard qui, à ce moment-là de l'histoire, c'est juste un acteur. Hein. Il est connu pour avoir joué Richie Cunningham dans Happy Days, ou Steve Bolander dans American Graffiti, qui est quasiment le même rôle. Ron Howard qui deviendra réalisateur l'année d'après en réalisant son premier long métrage, qui est la suite de Eat My Dust, Grand Theft Auto, produit par Roger Corman. Corman a lancé la carrière de réalisateur de Ron Howard également.
Et d'ailleurs, d'après Ron Howard, Corman lui aurait dit pendant le tournage de ce film, « Si tu fais du bon travail sur ce film, tu n'auras plus jamais besoin de travailler pour moi. » Putain, mais le visionnaire, quoi. Bon, sinon, les films de la New World, avant de sortir, ils ont des bandes-annonces, hein. Il faut bien les faire, ces bandes-annonces. Eh bien, figurez-vous que ces bandes-annonces sont montées par Alan Arkush, ainsi que par le jeune Joe Dante, à qui Corman fera confiance pour réaliser un film, hein, Hollywood Boulevard, réalisé à partir de séquences inédites d'autres films de la New World. Un genre de La classe américaine avant l'heure, ou de Lily la tigresse après l'heure. Et le film marchera suffisamment pour que Corman leur confie à chacun la possibilité de réaliser un film. Alors, on va pas trop s'intéresser à Alan Arkush, dont la carrière est globalement assez osef. En revanche, on va s'intéresser au fait que Joe Dante va choisir comme premier long métrage de réaliser un film un peu dans l'esprit des Dents de la Mer, pour surfer un peu sur le succès des Dents de la Mer, un film qui s'appelle Piranha. Donc Roger Corman a également lancé la carrière de réalisateur de Joe Dante. Donc on est d'accord, hein, jusque-là, alors je les ai pas tous dit, mais jusque-là, donc Coppola, Scorsese, Bogdanovich, Demme, Howard, voilà, ça c'est pour les réalisateurs, hein, voilà. Mais sinon, Jack Nicholson, Peter Fonda, Bruce Dern, Dennis Hopper, Robert De Niro, pour les acteurs, voilà. Et c'est pas fini encore. En 1979, Corman produit le film The Lady in Red, réalisé par Lewis Teague, qui véritablement a pas fait des grands films. Je crois bien que son film le plus notable, c'est Le Diamant du Nil, qui est une suite très osef, du très bon à La poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis. Mais si je parle de The Lady in Red, c'est parce que la BO va être signée par un certain James Horner. C'est sa première BO. Et alors James Horner, si vous l'avez pas, bon bah voilà, entre autres, c'est Braveheart, Légende d'automne, Titanic, Avatar, Apollo 13, 3, etc. Oui, parce que l'école Corman ne fournit pas à Hollywood que des acteurs et des réalisateurs, hein, non, non. D'ailleurs, en 1988, et j'avance juste pour cette anecdote, vous allez voir, c'est fameux. Donc en 1988, Corman y produit avec sa femme Samedi 14 contre-attaque, qui est la suite du film Samedi 14. Et alors, les films Samedi 14, c'est un peu comme les films Scary Movie. Voilà, ce sont des parodies de films d'horreur. Et pourquoi est-ce que je vous parle de Samedi 14 contre-attaque? Est-ce que vous savez qui était le directeur de la photo du film Samedi 14 contre-attaque? Avant La liste de Schindler, avant Minority Report, avant Cool as Ice. Janusz Kaminski était le directeur de la photo de Samedi 14 contre-attaque. Fin de l'anecdote. Enfin, est-ce que vous sentez quand même comme tout est lié et comme rien n'émerge du néant? Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chiante et les mecs rentraient Stan Smith au pied, le regard froid, et ils scrutaient la salle le 3/4 en cuir roulé autour du bras. Au début des années 80, Corman n'est pas intéressé à l'idée de proposer une suite au film Piranha. Parce qu'il travaille déjà sur un autre film qui va se passer sous l'eau. Donc il va vendre les droits de cette suite de Piranha à Jeff Shechtman et Shaco Van Leeuwen chez Saturn International Pictures et Columbia Pictures pour qu'ils puissent faire une suite. On en reparle dans quelques secondes. Donc, en 1980, Roger Corman produit un film qui s'appelle The Humanoids from the Deep. Les humanoïdes des profondeurs. Et là, une critique émerge, et ça va être l'occasion pour moi de parler d'un truc au sujet de Corman dont on n'a pas encore parlé. Le cul? Le cul. Corman, donc, il fait des films de série B, voire de série Z. En gros, si vous avez du budget, vous faites un film de cinéma. Si vous n'avez pas de budget, vous faites un film de série B. Et si vous avez tellement pas de pognon qu'on peut même pas appeler ça un budget, en gros c'est juste l'argent que vous avez trouvé dans votre poche, vous faites un film de série Z. Et ces films, pour trouver des investisseurs, il est nécessaire de leur apporter un certain nombre de presque garanties que le film va un peu marcher. Et pour ça, la recette de Roger Corman est relativement simple. De l'action, de la violence et des nichons. Du cul d'une manière générale, hein, pas juste des nichons. Oui, du cul d'une manière générale, même si chez Roger Corman, il n'y a pas nécessairement besoin d'un contexte sexuel pour pouvoir montrer des nichons. Et pour Humanoids from the Deep, Corman a tout simplement promis une scène de viol complètement gratuite, ce qui lui vaudra un certain nombre de critiques. D'ailleurs, dans un autre film qu'il a produit, Galaxy of Terror, pour convaincre les investisseurs, Roger Corman il a promis une scène de nu de l'actrice Taffy O'Connell, ainsi qu'une mort particulièrement horrible. Il a donc décidé de faire d'une pierre deux coups, et dans ce film, l'actrice est violée à mort par un monstre, un genre de ver géant. Aucune référence au hentai, hein, c'est purement le hasard. L'actrice, à la base, elle voulait pas vraiment tourner cette scène, et Roger Corman a aligné du pognon pour qu'elle finisse par dire oui. Ce qui fera dire à Roger Corman, l'argent, ça fait des choses incroyables.
Voilà, donc on retourne sur ce dont on parlait, hein, donc Corman produit Humanoids from the Deep. Ensuite, pour surfer sur le succès de Star Wars, eh ben, il va produire Battle Beyond the Stars, les mercenaires de l'espace, en 1981. Et là, il est possible que vous connaissiez déjà en partie cette histoire, mais figurez-vous que sur le plateau travaille un jeune maquettiste canadien nommé James Cameron. James Cameron, en gros, il va tout apprendre à l'école Corman. C'est-à-dire qu'avant de rejoindre l'écurie Corman, il aura déjà réalisé un premier court-métrage avec quasiment rien comme budget, mais ce rien comme budget, il l'aura acquis auprès d'un consortium de dentistes. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Cameron donc travaille pour Corman, il est maquettiste, il est en charge de certains effets visuels sur un paquet de ses films, mais il devient le directeur artistique sur Les Mercenaires de l'espace. Il sera ensuite embauché par l'équipe de John Carpenter pour superviser les effets spéciaux de New York 1997 et sera également production designer sur Galaxy of Terror dont je parlais il y a une minute, suivez un peu s'il vous plaît. La suite, on la connaît, James Cameron, il va réaliser des films qui vont un petit peu marcher, je vous fais la liste parce qu'elle n'est pas si longue que ça en réalité. Terminator, Aliens, Abyss, une fausse pub pour Petrolan avec les nuls, si vous ne la connaissez pas, elle est hilarante, le lien est dans la description. Terminator 2, True Lies, Titanic, Avatar, Avatar 2 et bientôt Avatar 3 et 4 et plus si affinité. J'ai juste oublié un truc aussi, parce que j'en parlais un peu plus tôt dans la vidéo, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, mais bon voilà. C'est James Cameron qui réalise la suite de Piranha, dont je parlais plus tôt. Piranha 2, c'est la première réalisation de James Cameron. En janvier 1983, Roger Corman vend la New World à 3 avocats pour un montant de 17 millions de dollars, et ce deal contient 2 clauses. D'une, d'abord Roger Corman restera consultant pour la boîte pendant au moins 2 ans, et jusqu'en mars 1984 au moins, cette boîte distribuera tous les films produits par Corman. Corman monte alors une nouvelle boîte de production qui s'appelle Millennium, et annonce son... Alors, j'adore. Il annonce son intention de faire des films moins commerciaux. Je vous laisse juge. Space Raiders, qui utilise des images et la musique des mercenaires de l'espace. Screwballs, une comédie érotique un peu dans le même esprit que Porky's. Alors Porky's, comment vous dire? Vous voyez American Pie? American Pie, c'est Porky's mais pour les enfants de 6 ans. Porky's, c'est vraiment dans le même esprit qu'American Pie, mais avec beaucoup plus de cul, beaucoup plus de vulgarité, tout ça gratuit. On est en plein dans les années 80, donc personne n'hésite à vous montrer ce qu'ils ont envie de vous montrer, là. Il n'y a pas d'histoire de « oui, non, c'est pas bien, le public... » Bah les couilles. Le pitch de Porky's est super simple, regardez. En 1954, une bande de jeunes lycéens, je crois, ou étudiants, sans doute des lycéens en terminale, un truc comme ça. Bref, une bande de jeunes décide de se dépuceler. Oui, jusque-là, c'est comme American Pie. Hein. Et pour ça, en gros, ils ont trouvé 2 possibilités. La première, c'est trouver une fille facile dans leur école, comme dans American Pie, ou d'aller au Porky's, le bar à pute du coin. Là, pas comme American Pie. À noter que ce film est un des premiers rôles de Kim Cattrall, un rôle vraiment pas ouf, dans lequel elle joue le rôle d'une meuf qu'on surnomme Lassie, parce que quand elle a un orgasme, elle hurle comme un loup. Cherchez pas. Début 84, Roger Corman change le nom de sa société Millennium en New Horizon. Donc là, il va se friter juridiquement avec New World. Les deux, ils s'attaquent et ils se contre-attaquent et ils se réattaquent. Et en vrai, on s'en branle. Ils vont trouver un accord à l'amiable, comme ça se passe souvent aux États-Unis. En 1985, Corman crée Concorde Pictures. Alors c'est un genre de coopérative qui permettrait à une production de faire distribuer son film pas cher, à condition de participer aux frais de gestion de Concorde Pictures. Et alors, sous la distribution de Concorde Pictures, Corman, il va produire un paquet de films pas ouf, dont une bonne partie va être produite en Amérique latine. Il bosse notamment beaucoup avec une boîte en Argentine qui s'appelle Aries. Je note simplement un truc qui me fait marrer, c'est qu'en 1987, il va faire par une réalisatrice qui s'appelle Tina Hirsch, une parodie des Gremlins, qui s'appelle Munchies. Et alors pourquoi ça me fait marrer? Parce que le Gremlins, c'est réalisé par Joe Dante, qui a donc commencé sa carrière chez Corman. Parce que le monde est petit, tout ça. Début des années 90, Corman revient à la réalisation avec Frankenstein Unbound. Et juste, écoutez ce casting. John Hurt, Raoul Julia, Bridget Fonda, Jason Patric, Nick Brimble. Nick Brimble, c'est Petit Jean dans Le Robin des Bois avec Kevin Costner. Beau casting donc pour un film dont vous n'avez strictement jamais entendu parler. Et c'est normal. Are you alive? Mais voilà, avec les années 90, les drive-in sont sur le déclin, l'explosion de la VHS et du DVD font
qu'on distribue énormément de films pas chers sur ces médias-là et que donc ça disparaît au fur et à mesure du grand écran, donc ça rapporte moins en moins d'argent. Alors Concorde arrive toujours à distribuer quelques films par an, tout ça, mais ça sent moins la victoire des années 70, quoi. Corman produit un film, Les 4 Fantastiques, qui ne sortira jamais, évidemment, pour des histoires de droits. En gros, pour pas que le studio perde les droits, il fallait impérativement que le film soit tourné, mais il n'était pas nécessaire que le film sorte. Donc ils ont tourné le film pour pas perdre les droits, mais il n'est pas sorti. Dans les années 90, Concorde installe un siège en Irlande, et si j'en parle, c'est uniquement pour une seule raison. C'est parce que Concorde construit ses studios dans le Connemara. Terre brûlée au vent. C'est bon, vous l'avez? Voilà, et puis donc il continuera de produire plein de films cheap, dont la plupart passeront sur la chaîne Sci-Fi aux États-Unis. Des landes de pierre. Alors pour vous donner une idée, voici quelques titres pêle-mêle de quelques-unes de ses productions, ok? Camel Spiders, les araignées chameaux. Dino Shark, Piranaconda, j'invente pas, hein? Piranaconda. Vous le sentez quand même que même nous, on pourrait en faire comme ça, moi des pitchs de films comme ça, je vous en fais 50, hein. Je veux dire, il n'y a aucune difficulté. Sharktopus versus Whale Wolf. Le requin-pieuvre contre la baleine-loup. Génial. Bref, la dernière production de Corman, c'est en 2018, alors qu'il a 92 ans. Et alors, j'ai pas vraiment de conclusion à cet épisode, une fois n'est pas coutume, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter de quelques citations de gens d'Hollywood au sujet de Roger Corman. Merci de ne pas applaudir. Roger est sans conteste le plus grand cinéaste indépendant que l'industrie cinématographique américaine ait jamais vu et verra probablement un jour. Il a lancé de nombreuses carrières et a discrètement mené l'industrie de nombreuses façons. Un des réalisateurs les plus influents de ma vie, c'était un privilège de le connaître et de l'appeler mon ami. Il a façonné mon enfance. Il était mon principal lien. Ma pierre angulaire à tout ce que je pensais être en tant que personne. Je l'ai aimé, j'ai aimé ses films, en particulier ses adaptations d'Edgar Allan Poe. Je serai toujours reconnaissant de l'opportunité qu'il m'a donnée. Et je serai toujours fier de dire que je suis diplômé de l'école de cinéma Roger Corman. Il a été mon premier boss, professeur, mentor et modèle. Il est né à Détroit comme moi. Il n'y a rien concernant la façon de faire des films que je n'ai pas appris de lui. Pensez bien à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter si vous avez quelque chose à commenter, à la partager, c'est hyper important. Pensez également à vous abonner ou à vous réabonner. Si vous décidez d'activer la cloche, pensez bien à vérifier dans vos paramètres de notification que abonnement c'est activé, parce que sinon ça sert à rien d'activer la cloche. D'ailleurs, profitez-en pour désactiver les notifications dont vous n'avez strictement rien à secouer. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, bien sûr, restez curieux et prenez le temps de penser à vos proches.